Salut Howard, Marvin est de retour dans Forum Ado avec un nouveau numéro. Nous parlerons aujourd'hui de démocratie, de la situation d'Algérie, de la mobilisation des jeunes. Je vous le rappelle à juste titre, la formule chers téléspectateurs est proscrite. Vous êtes Howard, je suis Marvin, je vais vous présenter nos invités du jour. Alors chers tous, bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va plus ou moins bien, merci. Ah, plus ou moins bien, donc on commence par vous alors. Vous êtes monsieur Makita Tétis? Oui, bien évidemment. On vous reçoit sur le plateau. Oui, je suis très honoré, c'est un grand plaisir. On rappelle justement que vous êtes étudiant en communication d'entreprise. Oui, étudiant en communication des entreprises, des institutions publiques, ça se passe bien, merci. Alors à ta gauche, nous avons une charmante demoiselle, elle s'appelle Jamila Assoumou. Bien, Jamila Assoumou, avec plein d'autres prénoms, on est africains, voilà. Mélanie, Stéphane et tout, mélangé. Ah, voilà. c'est formidable, on va s'arrêter là. Alors on peut le dire, tu es étudiante actuellement en master et tu fais droit public. Droit public fondamental, justement avec un autre invité, voilà, j'ai tairé son nom, lui-même il va se présenter après. Voilà, merci. Et trop de formules dans la tête, des théories, ça va? Non, c'est juste des principes en fait. Maintenant, pour les articles, c'est des codes. Tout ça, c'est déjà inscrit dans des codes. On a juste à consulter au fur et à mesure, au cas où on a une affaire qui concerne quelque chose et tout. Mais un étudiant en droit, c'est pas un ordinateur et puis il va enregistrer tout ce qu'il y a comme article de code. Il y a tellement de codes qu'on étudie, donc voilà. Alors tu as déjà amorcé sa présentation. Il est à ma gauche, monsieur Ndan Ovono Grévis. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Également, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Bien évidemment. Vous êtes étudiant en droit public. Elle l'a dit puisque c'est de vous dont elle parlait. Elle a précisé fondamental. Fondamental. Et ça se passe bien? Ça se passe plutôt moyen. Nonobstant le fait qu'étudier à l'université Omar Bongo relève d'un véritable parcours de combattant. Un parcours de combattant. Bien évidemment. C'est très bien. Et je profite de cette occasion pour dire hasta la victoria siempre à tous les étudiants de l'université Omar Bongo. Alors espérons que ça ne fera pas une frayeur à la jeune demoiselle à votre gauche qui s'appelle Voix Nancy, actuellement au lycée. Nancy, bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Comment va? Ça va bien et toi? Ah ben moi je me porte bien, j'ai un peu chaud avec la vie que j'ai mis aujourd'hui. Ah mais c'est normal hein. J'apprécie ton foulard. Moi aussi. Alors nous parlerons de démocratie aujourd'hui. Platon le disait, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Pour le bien de Howard qui nous écoute, derrière son petit écran, qu'est-ce que la démocratie? Tétis Makita. Déjà, si on se tient à la célèbre formule d'Abraham Lincoln, qui est le 16e président des États-Unis, la démocratie peut se définir comme étant le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Mais pour ma part, je définirais la démocratie comme étant la capacité de donner à un peuple le pouvoir de choisir celui ou celle qui présidera à leur destinée. En droit public, qu'est-ce qu'on retient, Jamila? Bon, moi je dirais, comme vous avez précisé, Monsieur Tétis, c'est ça? Voilà. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc moi, je conçois la démocratie comme étant la capacité, sinon le pouvoir pour un peuple de décider de ce qui sera de son avenir. Voilà, de ne pas être sous tutelle. Donc le pouvoir de prendre les décisions concernant son avenir, le pouvoir de connaître son histoire, sa vraie histoire, et non une histoire qu'on lui aurait importée, et le pouvoir de comprendre comment ce pays, ce peuple avance selon ses cultures, selon ses traditions, et voilà quoi. Grévis, une singularité dans cette définition? Avant d'apporter ma modeste pierre à l'édifice en ce qui concerne la définition de la démocratie, j'aimerais avant tout, si vous me le permettiez, rendre un hommage particulier en cette période de fête internationale des travailleurs à tous ces travailleurs africains, gabonais en particulier, qui malgré les conditions difficiles, lamentables, je dirais même pitoyables dans lesquelles ils exercent, n'hésitent pas de toujours vaquer à leurs occupations. Je peux citer Dynamique Unitaire, qui n'a pas le droit, je le dirais, de manifester. Nous avons dans les hôpitaux pas de médicaments, pas d'ustensiles de soins, le personnel n'est pas payé. On peut parler du secteur du transport qui est paralysé, la fonction publique ne recrute plus, les retraités sont laissés au bord de cette tumultueuse société de consommation. Alors j'aimerais aujourd'hui me faire la bouche de ces malheurs qui n'ont point de bouche. Pour parler de la démocratie... Monsieur Grévis, si vous permettez, oui. Est-ce que vous avez défilé aujourd'hui? Vous avez fait... Je suis en train de défiler. Ah, vous êtes en train de défiler? Bien évidemment. C'est très bien. Voilà, au-delà des brillants propos apportés par mes prédécesseurs, je dirais que la démocratie, c'est un idéal, c'est un comportement, c'est un agir.
c'est un plébiscite de tous les jours. C'est parce qu'elle se vit que l'on peut être capable de la mesurer. On peut entre autres citer la tenue d'élections libres et transparentes. On peut citer le fait de respecter les libertés individuelles, une redistribution juste et équitable des richesses, la bonne gouvernance. Là sont quelques ingrédients qui caractérisent la démocratie. Dans le cas d'espèce, pour ce qui est de l'Afrique, on a coutume de dire qu'à l'école de la démocratie, les États africains sont des mauvais élèves parce qu'on conteste à chaque fois les élections, les libertés individuelles sont bafouées et j'en passe. Et à l'écoute de ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que démocratie et Afrique sont deux concepts qui vont ensemble? Bien évidemment, ça va ensemble. C'est vrai que j'ai pour habitude d'écouter mes frères dire que la démocratie ne peut pas fonctionner en Afrique. Mais comment pouvons-nous nous permettre de dire une telle chose tant qu'on n'a même pas encore essayé la démocratie? Essayons d'abord la démocratie pour voir si ça fonctionne. L'erreur serait de penser que l'Afrique est un continent homogène. Nous sommes tous les mêmes, que ce soit les Européens qui sont des hommes, les Asiatiques qui sont des hommes, les Africains sont des hommes. Donc l'Afrique n'est pas un ensemble homogène. C'est assez difficile d'écouter ça. Jamila, il dit que l'Afrique n'a pas encore essayé la démocratie. Bien évidemment. Moi, je dirais, pour ne pas m'inscrire un peu totalement dans ce qu'il dit, moi, je dirais qu'il y a un peu de sens. C'est vrai, on n'a pas encore essayé la réelle démocratie. Parce qu'on est dans un système d'État importé. La démocratie qu'on veut nous faire croire qu'on vit n'est pas une démocratie qui répond aux critères de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un bagage traditionnel, tout un bagage culturel. La démocratie au sens européen, c'est c'est tout un processus, si vous pouvez me dire, si vous pouvez me laisser dire, c'est tout un processus parce que ça prend en compte la société, le vécu de tout un peuple. Or, l'Afrique, on a juste pris le modèle européen de démocratie, on est venu l'implanter chez nous. Comment on fait déjà? Il faut s'accommoder à cette démocratie, il faut se rééduquer pour comprendre déjà c'est quoi la démocratie. Est-ce qu'on comprend le principe de la démocratie? Est-ce qu'on a la réelle définition de la démocratie? Et donc on ne peut pas dire qu'on vit la démocratie parce qu'on ne sait même pas déjà c'est quoi la démocratie. Je pourrais le dire. C'est bien compris. Alors on voit bien que M. Tétis a des papillons dans le ventre, mais il va les retenir. Alors Nancy, qu'est-ce que tu as retenu à l'école lorsqu'on parle de démocratie? À l'école, lorsqu'on parle de démocratie, on parle d'un gouvernement où le peuple est souverain de ses décisions et de tout ce qui le concerne. Alors pour moi, si on doit parler de démocratie en Afrique, je vais rejoindre ce que Clévis disait. Je ne pense pas que la démocratie en Afrique vraiment soit existante. On va dire ça comme ça. Vous savez, si déjà la démocratie, son Abraham Lincoln, c'était le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, si on se base sur le vécu de certains pays africains, on se rend compte que dans certains pays africains, la démocratie n'est pas respectée. La règle de base même de la démocratie n'est pas respectée. Je dirais qu'il n'est pas sans intérêt, du moins superfétatoire, de rappeler que la démocratie n'est pas une notion achevée. Elle est tous les jours en construction. Et elle ne se donne pas, ce n'est pas un gâteau, elle s'arrache. Donc la démocratie, c'est également le comportement de la jeunesse, le comportement du peuple à lutter, à protéger ses droits. C'est cela réellement la démocratie. On ne va pas parler de démocratie européenne, on ne va pas parler de démocratie asiatique, de démocratie africaine. C'est un oxymore inquiétant. La démocratie, c'est la démocratie, elle se mesure. Toutefois, il n'y a pas d'État dans lequel on ne note pas quelques ambiguïtés en ce qui concerne les principes démocratiques. J'aimerais également dire, en parlant du Sénégal, qui est considéré aujourd'hui comme un État démocratique. Pourquoi? En Afrique, et d'ailleurs dans un article que j'ai intitulé « De l'élection à la démocratie ambiguë en Afrique », je disais qu'en Afrique, pour être élevé au rang des États démocratiques, c'est principalement un critère, la tenue d'élections libres et transparentes. Aujourd'hui, autrefois, je dirais autrefois, parce que le Bénin fait mauvaise figure en matière de démocratie en ce moment, mais l'élection qui a porté Patrice Talon à la magistrature suprême, c'est de la démocratie. L'élection de Macky Sall, c'est de la démocratie. Au Ghana, c'est de la démocratie. Au Nigeria, c'est de la démocratie. Mais l'élection libre et transparente est un début, mais ce n'est pas un tout.
Et en Algérie, c'est aussi de la démocratie? C'est également de la démocratie. On en reviendra tout de suite. Déjà, pour enchérir à ce que mes frères disaient tout à l'heure, moi je pense que déjà, si on s'appuie sur le terme démocratie, c'est déjà un terme qui a connu une croissance très importante à l'échelle planétaire. Parce que lorsqu'on voit en 1900, on va constater que 10 pays de la planète étaient considérés comme étant des démocraties. Mais lorsqu'on approche la veille 1990, on va se rendre compte que 119 pays de la planète ont été considérés comme étant des pays démocratiques. Maintenant, dire que l'Afrique vit parfaitement la démocratie, je dirais que pas totalement ça, non. Je suis impressionné par l'histoire, par 2 pays africains, plus précisément le Sénégal et le Cameroun. On va assister en 1981, lorsque Senghor cède le pouvoir à son premier ministre, Abdou Diouf. Là, je pouvais parler de démocratie pacifique. On va également voir en 1982, lorsque Paul Biya reçoit les rênes du pays par Ahidjo, on va parler de démocratie. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que voilà, cette démocratie est devenue comme une lettre morte. Après, il va sans dire que la démocratie passe par un certain respect des textes. Chose qu'on ne voit pas très souvent en Afrique, partant du Gabon, du Cameroun, quelque part au Congo. Le respect des textes, ce sont des choses sur lesquelles les autorités marchent très souvent. Bien évidemment, lorsque je parle de lettres mortes, je vais également prendre un exemple très pertinent. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent Norbert Zongo, qui fut un journaliste de renommée. S'il était fondateur de l'hebdomadaire d'indépendants au Burkina. Donc, Norbert Zongo avait été tué à cause de sa position vis-à-vis du pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas encore cette possibilité-là de donner aux gens l'occasion de s'exprimer librement, de dire ce qu'ils pensent. Donc, parler de démocratie en Afrique, ce sera trop dire. Trop dire. Jamila? Je ne dirais pas que l'Afrique est démocratique. Je pourrais pas parler. Je parlerais de processus de démocratisation. Je pense qu'on est en plein processus de démocratisation, parce que faudrait pas dire que tout est noir, complètement noir. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du blanc. C'est graduel. On va dire qu'on est dans la phase grise de la démocratie parce que on est mi-noir, mi-blanc. Il y a quelques critères de démocratie. Il y a quelques libertés fondamentales qui sont respectées. Il y a quelques droits. Il y a quelques droits et libertés fondamentaux qui sont respectés en fait en Afrique. Donc on va pas dire du tout au tout, on n'est pas démocratique, on ne respecte pas les critères, on ne répond pas aux critères de démocratie, parce qu'il y a quand même un minimum de liberté d'expression. Il y a un minimum de liberté d'expression, parce que si on vit en autoritarisme, par exemple, il y a plusieurs choses que nos journalistes ou encore des jeunes peuvent dire en public qu'auparavant ils n'arrivaient pas à dire. Je connais des pays, voilà, c'est vrai qu'ils disent difficilement, mais je connais des pays où, après les élections, je tairai le nom de ce pays, après les élections, tous les opposants sont mis en prison. C'est juste à côté, on est en Afrique centrale, je tairai le nom parce que, voilà, mais il y a des pays, il y a quand même, nous on prendra l'exemple du Gabon, il y a quand même des abus déjà, que ça soit du côté de l'État, que ce soit du côté de l'administration publique, qu'on va dire de l'exécutif, que ce soit du côté des opposants, il y a des abus. Donc il faudrait savoir encadrer déjà le principe, sinon la notion de démocratie, on ne va pas tout faire en mettant sur le compte de la démocratie, par exemple. Ceux qui sont censés exercer la démocratie ont tendance souvent à abuser de leurs droits. Et ceux qui sont censés laisser le peuple diriger ont tendance à abuser de leur autorité. Donc il faut déjà savoir comment encadrer les droits et les devoirs de tout un chacun en démocratie. Je pense que c'est ça qui nous manque. Ceux qui ont le pouvoir ont tendance à abuser de leur pouvoir, et ceux qui en demandent ont tendance à abuser de leur... mon ami Grévis, tu peux me passer le mot s'il te plaît? Voilà. Je pense qu'elle dit quelque chose d'extrêmement pertinent et c'est à saluer et applaudir, mais j'irai encore un peu plus loin. Il y a ce qu'on appelle la démocrature. La démocrature, c'est un exercice de pouvoir dans lequel on retrouve un peu de démocratie et un peu de dictature. Donc c'est la conjonction de ces deux pratiques que l'on appelle démocrature. Je parlerai peut-être du Gabon. C'est mon pays que j'aime autant. Il y a, certes, un semblant de liberté d'expression. Il y a quelques droits qui sont respectés. Mais il y a également des atteintes. Nous vivons parfois dans un pays
où ceux qui sont censés protéger nos droits sont les premiers à les piétiner, à les bafouer. Donc, on se rapproche un peu de la dictature pour ce qui est de Gabon. Mais je parlerai du Sénégal avec beaucoup de joie, qui est un exemple typique de la démocrature. Il y a des manifestations publiques qui sont souvent empêchées au Sénégal, mais cela ne fait pas du Sénégal un État dictatorial, mais un État démocrature. Et comme je l'ai dit au préambule de mon propos, la démocratie n'est pas une œuvre achevée, elle se construit tous les jours. C'est un plébiscite qui doit être réaffirmé chaque matin lorsque l'on se lève. Et que les générations se doivent de protéger, parce qu'elle n'est pas quelque chose de figé, c'est une quête perpétuelle. C'est ce que je puis... Après, il va sans dire que la question de démocratie est étroitement liée à la notion d'alternance. Et Nancy, je crois que tu as 18 ans actuellement. Le Gabon, c'est de 1960 à 2019, c'est près de 60 ans. Tu n'as connu que 2-3 présidents. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'alternance en Afrique? Je n'ai connu que 2 présidents. Ah, 2 présidents, oui, parce que le monsieur avant... Oui, le monsieur avant, oui. Ça marche. Et déjà, dans ma petitesse, il y avait déjà ce problème-là qui était soulevé souvent pendant les petites réunions de famille, quand ça parlait à visage caché et tout. Mais bon, voilà quoi. Makita, l'alternance en Afrique? Moi, l'alternance en Afrique, c'est un symptôme... Est-ce qu'on connaît l'alternance? C'est un symptôme qui nourrit beaucoup de déception pour moi. Parce que j'estime qu'aujourd'hui... Ah, c'est un symptôme, pas une maladie. Voilà, un symptôme. Pour moi, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Parce que je constate qu'aujourd'hui, la majorité des personnalités qui vont embrasser le titre de président de la République ont tendance en Afrique à demeurer au pouvoir. C'est une chose que l'on vit tout le temps. Voilà, on n'a pas besoin de cacher ça. On sait que lorsque quelqu'un va s'admettre à une élection présidentielle, automatiquement, il voudra que toute sa génération, que sa famille, voilà, que son parti politique, il demeure. Et voilà, c'est qui ne valorise pas l'alternance. Donc, parler d'alternance aussi en Afrique, ce n'est pas encore le cas. L'alternance, on ne le vit pas encore. On ne le vit pas encore. C'est vrai qu'à l'exception de quelques pays seulement, sinon, il nous faudra plus. Jamila? Déjà, pour vivre l'alternance, il faut déjà que l'administration publique, quand moi je parle d'administration publique, je ne parle pas d'une administration en particulier, je parle de tout le pouvoir exécutif et toute l'administration nationale, on va dire tous les corps professionnels, on va dire publics. Il faudrait déjà qu'ils sachent qu'ils sont indépendants et qu'ils ont plus un devoir envers le pays qu'envers la personne qui les a placés où elles sont. C'est déjà ça. Parce que quand on vote un président, on va dire vote. Quand on élit un président, je peux me permettre de le dire, parce que bon, je me permets de le dire, parce que c'est clair que certains vont contredire ce que je dis. Ils vont dire oui, on n'a jamais élu personne. Voilà. Au suffrage universel direct. Voilà, au suffrage universel direct, c'est-à-dire ils sont allés aux urnes, ils ont mis dans les urnes des bulletins et après un décompte des voix, on a élu quelqu'un président. Voilà. Et le peuple ne se reconnaît jamais. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris en Afrique. À chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours contestation je vais dire presque toujours contestation des résultats. Là, c'est dur de donner au peuple les résultats des élections parce qu'on peut voir, par exemple, chez les autres, le même jour, il y a déjà les tendances. Le lendemain, on sait qui est président, mais nous, on nous dira, par exemple, d'attendre 2 semaines, voire 1 mois. Après, il y a la police qui va gagner l'étendue du territoire. On aura peur de sortir de chez nous. On nous met déjà dans une certaine psychose. C'est dire déjà que quand on est en démocratie, le vote, c'est 2 jours. On ne mobilise pas tout un pays. On ne bloque pas, tout un pays pendant 2 semaines à cause des élections. Internet coupé. Voilà, Internet coupé, le réseau ne passe pas. On est coupé du monde et on est apeuré, on est affolé. Le peuple va contester, mais le peuple va contester, on va dire 2 jours, 3 jours. Pour notre cas au Gabon, parce que voilà, on n'est pas habitué à des bains de sang. Le Gabonais n'est pas, on va dire, jusqu'au boutiste. Le Gabonais n'est pas jusqu'au boutiste, mais parce que ceux qui se lèvent sont une minorité. Et ceux qui ont peur, c'est la majorité. Donc, si dans un pays de près de 2 millions d'habitants, il y a 100 qui se lèvent
ben, on va facilement exterminer la centaine. Alors Nancy, dis-nous, lorsque finalement un État qui se dit démocratique devient une menace pour sa population, comment on réagit? Si dans un pays déjà, la démocratie n'est pas respectée jusqu'au bout, je pense que la première chose à faire, c'est évidemment de manifester. Mais comment manifester si déjà, en manifestant, vous recevez des bombes lacrymogènes, on vous verse de l'eau chaude, il y a des blessés. Ça fait en sorte qu'à l'état actuel des choses, nous sommes obligés de supporter et de regarder. Alors Grévis, vous avez un gilet jaune là, actuellement. Oui. Et on parle d'un État qui se dit démocratique et qui, en amont, se présente comme une menace pour sa population. Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur l'alternance. Ok. André Malraux disait qu'il faut comprendre la définition de mots pour comprendre un certain nombre de choses. L'alternance est un mécanisme qui garantit la continuité de l'État à travers deux éléments. Changement de visage et un changement d'usage. Changement de visage et un changement d'usage. Il serait mal, je l'ai dit au départ, de considérer l'ensemble de l'Afrique comme les ensembles des États africains comme des pays identiques. Il y a alternance en Afrique dans des États, il y a alternance. Il y a eu alternance au Bénin. Il y a eu alternance au Ghana. Il y a eu alternance au Nigeria. Il y a eu alternance au Rwanda. Il y a véritablement des alternances. Toutefois, on constate, comme l'a dit mon frère Titis, que lorsqu'un chef d'État accède au pouvoir, la première volonté, c'est d'y rester indéfinitivement. Ouais. Pour cela, il n'hésite pas à se tailler une constitution sur mesure, à jouer avec l'armée, la corruption. Donc, ce sont des mécanismes-là qui ne favorisent pas l'alternance. On a vu en 2003 la constitution gabonaise qui limitait le nombre de mandats présidentiels. Ce verrou a été enlevé. Il y avait également le verrou de l'âge. Ce verrou a été enlevé. Cela ne favorise pas l'alternance, mais la continuité d'un même système. C'est cela l'alternance. Le fait qu'un parti politique de l'opposition puisse prendre le pouvoir de façon démocratique. Pour répondre à votre question... Après, si vous me permettez, M. Grévis, est-ce qu'à un certain moment, ça ne devient pas une histoire subjective? Parce que là, pendant que vous parlez, on se souvient très bien de la poignée de main entre Patrice Talon et M. Boni Yayi. Or, actuellement, les choses sont autres. On se demande, est-ce que c'est le Patrice Talon qu'on a vu aux élections dernières? Est-ce que c'est le même actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le pouvoir, c'est un délice qui monte à la tête finalement et fait perdre ses repères, ses fondements? Oui, on peut dire que là, c'est subjectif. Mais encore qu'il faut s'inscrire dans le concept quand je parle du Bénin. Okay. Patrice Talon a accédé au pouvoir de façon démocratique. Il a été élu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement au Bénin? Il y a eu des élections législatives et les partis politiques de l'opposition ne se sont pas présentés. Donc, c'est un mauvais visage que Patrice Talon vient de jeter dans l'architecture de la démocratie. Donc, là, un peu, c'est compréhensif. Et Patrice est l'ancien président béninois qui l'a salué lors de sa magistrature suprême, et aujourd'hui est contre lui, et il appelle même à la rébellion populaire. Si vous me permettez maintenant, pour répondre à votre question extrêmement pertinente d'ailleurs, à savoir, si vous pouvez réitérer. Oui, mais la question elle était simple, c'est de savoir lorsqu'un État qui se dit démocratique devient finalement une menace pour sa population, qu'est-ce qu'il en est? Je répondrai par un slogan subversif en lançant un message à la jeunesse. En regardant cette caméra. Si un système nous détruit, détruisons-le. Si on constate que le régime en place, dans sa configuration actuelle, ne respecte pas les principes démocratiques, ne répond pas aux réelles attentes du peuple, il est de notre devoir d'œuvrer pour son remplacement. Il n'est pas question pour nous de nous retirer dans notre tour d'ivoire. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce que lorsqu'un gouvernement viole les droits des citoyens, il est de notre devoir de lutter, de nous rebeller, de faire une révolution. Je répondrai par cet article. Maintenant, monsieur Marvin, je voudrais bien évidemment revenir sur la question d'alternance et de démocratie. Okay. Je pense que le problème de l'Afrique date depuis l'histoire, depuis l'époque coloniale, depuis l'avènement de la démocratie en Afrique. En 1990, vous allez voir que
les pays africains ont dû être imposés, c'est-à-dire que les pays européens ont demandé aux pays africains d'être démocratisés à condition d'obtenir une aide au développement. Okay. On assiste bien évidemment, beaucoup ont accepté les pots de vin, mais on se retrouve dans quoi aujourd'hui? Je pense que c'est la conséquence de ces traités qui avaient été signés depuis le commencement. Maintenant, en revenant sur la question de la liberté, je crois que la liberté a un prix. Pour qu'un pays soit libre, il faut qu'il se batte. Donc, si un pouvoir va se mettre à agir en ne respectant pas la Constitution, ou bien en posant des actes qui peuvent toucher la sensibilité de la jeunesse en particulier, parce que la jeunesse, pour moi, elle est symbolique dans une nation. La jeunesse, elle est sacrée. La jeunesse, c'est tout simplement le cœur et l'avenir d'un lendemain meilleur. Donc moi, je me dis qu'il faut qu'on se lève et qu'on essaie de changer les choses. Parce que trop, c'est trop. Bon, maintenant, excusez-moi, mais en tant que, comme je disais, je suis une peureuse. Il n'y a pas de problème. On va se lever, ok, un jour on va se décider, on va se lever, mais comment faire en fait? Parce que on va pas dire en Afrique que personne ne s'est jamais levé, personne n'a jamais essayé de manifester contre une décision de l'État. Et il y a des gens essayent, des gens ont pris leur courage, en main, ils ont essayé, mais arrivés sur place ont été découragés par des forces de l'ordre, exemple. Par des forces de l'ordre, par des décisions de l'État. Comment faire en fait maintenant, c'est à toi que je pose la question, comment faire maintenant si on décide que bon, pour nous lever, pour dire que bon là on se lève, on refuse complètement que voilà toi tu sois président. Il n'est pas question pour nous ici de demander aux gens de se lever, moi particulièrement. Mais il est question ici de dire à la jeunesse de protéger ses droits et ses libertés. Nous voyons ce qui se passe en Algérie. La lutte est portée par la jeunesse. La démocratie n'est pas un gâteau. La démocratie, c'est comme la confiance. Elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et on devrait arracher la démocratie par plusieurs mécanismes. Vous saviez, il y a par exemple, je pense, dans un pays asiatique, les étudiants manifestaient contre une décision inique et injuste. Ils ne se sont pas levés pour casser quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont eu à prendre des tam-tams, des cuvettes, ils ont commencé à frapper dessus. Ça, c'est une façon claire, précise, également de manifester. Il y a aussi ce véritable problème de manifestation. Manifester ne signifie pas casser tout. C'est vrai qu'il y a parfois des débordements et que les autorités le poussent même parfois à casser. Parce que l'article 6 de la loi numéro 003/2016 du 3 août 2016 relative aux réunions publiques en territoire gabonais nous dit que les manifestations sont libres en territoire gabonais. Bon, maintenant, quand on constate que les marches sont systématiquement empêchées, tant bien même qu'aucun faisceau d'indices ne manifeste un quelconque trouble à l'ordre public. Cela ça frustre, d'où certains débordements et la police qui n'est pas là pour encadrer les marches de la jeunesse. On sait tous, ce n'est pas un secret, je ne ferai pas de la politique de l'autruche. Lorsque ce sont les membres du gouvernement, on a vu récemment à la fête nationale de la femme, nous avons eu une marche que je salue, faite par la première dame. Il y a eu des milliers de personnes. Des milliers de personnes, mais la marche a été encadrée. Mais pourquoi lorsque les autres veulent se regrouper, on est tout de suite empêché? On a vu Dynamique Unitaire la semaine dernière, ils se sont réunis. Alors là, on le sent que Nancy veut en parler, notamment de cette réforme qui vise à réformer les nouvelles conditions d'attribution de bourse. Effectivement. Nancy, tu n'auras pas la bourse? Je pense pas. Parce que j'ai déjà 17 ans en seconde. J'ai eu un petit retard entre-temps. Mais la mesure est suspendue. La mesure est suspendue pour cette année. On va continuer à se lever. Je serai en terminale à 19 ans. C'est en terminale déjà que je suis à EPI, vous voyez. Je suis à EPI. Déjà qu'en terminale, vous savez, je fais une série technique. Déjà qu'en terminale, déjà au Gabon, je sais pas si depuis 2012, on a passé une année scolaire tranquille. Je ne sais pas si on a passé une année scolaire tranquille. Non seulement ça, il y a des profs qui ne sont pas là. En fait, il y a plusieurs petits trucs au Gabon qui font en sorte que l'éducation, c'est pas ça. Vous voyez, malgré ça, on nous rajoute encore un truc comme ça sur le dos qu'il faut taper 12 à 19 ans. Il y a des personnes en terminale à 21 ans. J'en connais, j'ai des amis en terminale, ils ont déjà dépassé la tranche des 19 ans.
Ils ont dépassé là, et c'est pas forcément parce que quand ils disent qu'ils visent l'excellence. C'est pas forcément parce qu'ils sont bêtes ou parce que machin, parce qu'ils veulent pas faire l'école, parce qu'ils sont dérangés mentalement. C'est aussi souvent un problème de finances. Je connais une personne, elle a fait 3 ans assise parce que ses parents n'avaient pas assez de finances pour lui mettre dans une école, je sais pas, assez bien. Il y a des écoles publiques, c'est vrai, mais même dans les écoles publiques, vous vous rendez compte qu'il y a des failles dans l'éducation. Et avec ça, on nous demande encore de taper en 12 à 19 ans et plus. À un moment donné, il faut arrêter de fatiguer la jeunesse. Parce qu'à un moment donné, la jeunesse est fatiguée des réformes. Nous-mêmes, on ne comprend pas. On parlait de la démocratie tout à l'heure. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ok. Nous jeunes, on n'a pas participé à cette décision-là. Personne ne nous a demandé notre avis, personne ne nous a demandé comment est-ce que vous vivez vos années lycée, comment vous vivez vos années primaires, comment vous vivez vos années collège. Personne ne nous a demandé nos avis. Ils ont juste venu, ils ont déposé sur la table, en tout cas accepté comme c'est. On nous a demandé d'accepter comme ça, mais non, on ne pouvait pas accepter. Et malgré ça, le fait qu'on essaie de marcher pacifiquement, la police est encore venue nous arrêter. Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés. Il y a eu des personnes, ma petite soeur, moi, comme je disais, moi, je suis une peureuse. J'ai soutenu à la maison. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas allée au cours, j'ai soutenu à la maison. Ma petite soeur, qui a plus de courage que moi, est partie marcher. Mais quand elle est revenue, j'avais mal au cœur. Parce qu'elle est revenue blessée, parce qu'elle m'a raconté la police l'a poursuivie. La police l'a poursuivie. Et quand elle arrive, elle est blessée, la tenue est sale, elle me dit même elle est tombée. Moi, ça m'a fait mal de me dire qu'on vit dans un pays qui est censé être démocratique, mais on vit comme on dit en démocrature. On vit en démocrature et non en démocratie, donc arrêtons de vivre dans la politique de l'autruche, comme il disait. Ça ne va pas. Alors regardons cet élément et revenons après. Ce qui me dérange moi personnellement, c'est que des gens s'enrichissent et prennent le pouvoir alors qu'ils n'ont pas été élus. Et ils sont tous malhonnêtes et cherchent à s'enrichir au détriment du peuple. De retour sur le plateau, on en parlait déjà avant la pause, on se rend bien compte que ce vendredi, c'est le 12e vendredi où la jeunesse algérienne se lève pour contester la situation actuelle. Et je crois que tout a démarré depuis le 12 février, lorsque le président Bouteflika a annoncé sa candidature. Monsieur Gréviste. Je pense que c'est un... La jeunesse est très bien active là-bas. Oui, bien évidemment. Et je salue mon frère Busta qui se trouve en Algérie actuellement. Okay. Il faut dire qu'au départ, au début des manifestations, il était improbable d'imaginer une démission, une rétractation, je dirais, de Bouteflika. Mais cet acte n'est que le corollaire de 2 éléments, de 2 ingrédients qui ont été également utilisés lors de la révolte burkinabé. Une forte mobilisation de la jeunesse et le soutien de l'armée. Bouteflika a démissionné et aujourd'hui les manifestations continuent. Donc on s'inscrit là dans une logique systémique qui ne vise pas seulement à obtenir la tête de Bouteflika, la démission de Bouteflika, mais de faire partir tout son système, tous ceux qui ont dirigé avec lui, tous ceux qui ont détourné les fonds, tous ceux qui ont corrompu le peuple, tous ceux qui ont été aux affaires publiques. C'est cela que l'on appelle véritablement l'alternance. Donc ce changement de système, ce changement de paradigme, ce changement de visage. Et c'est un message fort que la jeunesse algérienne est en train de nous lancer, une jeunesse jusqu'au boutiste. Et ce jusqu'au boutisme-là
s'est également exprimé lors des nouvelles réformes, lorsque le gouvernement a eu à parler de 19 ans et de 12 sur 20 au bac, la jeunesse se levait, la jeunesse est allée jusqu'au bout, et aujourd'hui cette réforme est suspendue, et je suis sûr, je peux le dire ici, que si on remet cette réforme sur la table, la jeunesse ira également jusqu'au bout. Espérons que ce n'est pas un appel au jusqu'au boutisme. Monsieur Davis, déjà ici, il faut renchérir les brillantes interventions de mon ami, Monsieur Gréviste. Si on revient d'abord à la manifestation, il faut dire que manifester, ce n'est pas casser. Okay. Manifester, c'est se faire entendre à travers un certain nombre de méthodes, faire susciter l'attention des gouvernants, des dirigeants. Déjà, si on se réfère à l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc l'article 10 de 1789, on va constater qu'il est écrit clairement que nul n'a le droit d'être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que les manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et ce qui m'a beaucoup impressionné en Algérie, c'est qu'ils n'ont rien cassé. Quand ils ont commencé à manifester, ils ont fait une marche pacifique. Mais malheureusement, on assiste toujours en Afrique à une certaine mauvaise gouvernance qui fait en sorte que la hiérarchie impose parfois aux forces de l'ordre d'intervenir en lançant des arguments sur les populations. Et ce qui m'a encore beaucoup marqué, c'est que la population algérienne aujourd'hui, elle est très jeune. Alors Nancy, comment tu réagis face à cette situation de savoir que quelque part en Afrique du Nord, ce sont des jeunes qui sont en train de bouger tout un système? Je suis fière. Je suis fière de la jeunesse algérienne, mais alors là beaucoup. Très fière même parce que, comme vous pouvez le dire, on ne va pas blâmer les forces de l'ordre. Ils ne sont qu'aux ordres du gouvernement, on ne va pas blâmer les forces de l'ordre. Mais je suis aussi très fière des forces de l'ordre algériennes parce qu'ils sont rangés du côté de la raison, du côté des jeunes. Vous voyez, ce qui n'est pas très commun en Afrique, ce qui n'est vraiment pas très commun en Afrique. Et vraiment, je suis fière de la jeunesse algérienne parce qu'ils ont su manifester pacifiquement et obtenir une réponse à leurs questions. Alors Jamila, on va terminer avec toi. Déjà saluer l'acte, sinon le comportement de l'armée algérienne qui s'est rangée du côté du peuple, donc du côté de la démocratie. Une armée très citoyenne. C'est ça qui est un peu dommage avec nous parce que Thomas Sankara avait dit un militaire sans éducation sociologique, politique et institutionnelle est un criminel en puissance. C'est ça le mal en fait de nos pays d'Afrique noire. C'est parce que l'armée se dit obligée d'être derrière le président qu'en cas de, ces militaires-là oublient qu'ils sont des pères et mères de famille, qu'ils ont des frères et sœurs qui sont civils, qu'ils ont des petits frères, des enfants en fait, qui sont dans la population qui pourraient se trouver dans la foule. À aucun moment, moi j'ai regardé la marche des enfants, à aucun moment les enfants n'ont commencé à casser. Mais comme chez nous en Afrique, on a l'impression que les militaires c'est des super citoyens. Des super citoyens au-dessus de tous les autres citoyens. Ils ont des droits que les autres n'ont pas. Voilà. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que je vais rédiger mon mémoire sur le droit de la justice militaire pour apprendre aux populations leurs droits vis-à-vis des militaires et les différentes mesures qu'ils peuvent prendre en cas d'abus de la part des militaires. Comment le pouvoir des militaires sur les civils est encadré et quels sont les droits des civils en face des militaires. Il ne faudrait pas qu'on se dise que ce sont des demi-dieux. C'est très clair. C'est ça en fait. Merci. Alors, joignez-vous à moi. On va se lever. On fait un tour au Cameroun. Alors, bonne arrivée au pays du lion indomptable. Nous sommes dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Cher ami gréviste, on va commencer par vous. C'est le Bassa. Ça donne. Démocratie, il a assuré. Les lembi, opportunité. Bobasona. Basoba, Gwe, Goule Basso, Bangwe Bangambe, Asoya Bonafrica. Pardonnez-moi un peu, Camerounais. Alors, c'est très bien. Nancy Voua, s'il te plaît. Avant, je tiens d'abord à m'excuser auprès du peuple camerounais. Je tiens vraiment à m'excuser. C'est une initiation. Le peuple camerounais le comprend. Ensuite, ça donne démocratie, lama serré, les limbes opportunités, borbo basana, baso bagwe, goule baso bagwe, benyambe asaya bomba Africa. Alors Tétis, tu vas t'essayer. On va garder Jamila pour la fin. C'est bon, hein? C'est meilleur pour la fin. C'est une Camerounaise, Jamila. Démocratie, il a assuré, les Lembembi, opportunity, bo basona, baso, bagwengwele, baso begwe, begwambe, asanap, boba Africa.
Bon, Jamila, on le dit communément, on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, tu vas t'essayer. Voilà, déjà, désolée, hein. Je m'excuse auprès du peuple camerounais parce que je vais clairement écorcher votre langue, voilà. Ça donne démocratie, ilama assuré, l'elembi opportunité, borba, bobazona, basso, bangwe, ngui, basso, bagwe, banyambe, asaya, bomba africa. Démocratie, ilama gaola batichigi, tayarbo, bagwe, ba lelemki, inola, babagwe, ngi, nyamba asaya, bomba africa. La démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. On part tout de suite avec Maroussia. Bonjour tout le monde, Marvin, merci pour l'antenne, bienvenue dans la chronique Entre nous. Aujourd'hui, je suis venue vendre l'avis de la jeunesse face à la montée de l'insécurité dans notre société. Pour la jeunesse aujourd'hui, quelle serait la place que devraient occuper les pouvoirs publics? Alors, je vous laisse regarder comme ça 3 ou 4 petits commentaires sur quelle serait la place des pouvoirs publics face à la montée de l'insécurité dans notre société. Suivez-moi. Alors, les pouvoirs publics devaient jouer le rôle d'un père. Le père doit recadrer tout désordre dans une maison. Et les pouvoirs publics en ce moment devraient prendre toutes les mesures adéquates pour mettre l'ordre dans la société. En peut-être déployant plus d'agents civils dans des espaces publics et tout le reste. Parce que lorsque les gens se sentent menacés, se sentent délaissés, ils peuvent commencer à rendre justice d'eux-mêmes. Et ça devient un souci. Et ça, c'est une sorte de chaos dans la société. Mais le problème de l'insécurité, il faut essayer de revoir sur certains fondements. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est totalement d'abord dépravée et délaissée. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a d'abord un problème de loisir. Et ce problème de loisir entraîne l'oisiveté. Donc la jeunesse est totalement abandonnée à elle-même. Parce qu'il y a un problème d'encadrement. À l'époque de nos parents, dans certaines formations, il y avait l'introduction d'une discipline qu'on appelait l'éducation populaire. Aujourd'hui, il n'y a plus cette forme d'éducation populaire. Et même lorsqu'on tourne aujourd'hui, le seul loisir des jeunes, c'est la fréquentation des bistrots. Et lorsqu'on parle de fréquentation des bistrots, imaginez un peu tous les vices qu'on peut y trouver. Voilà. Donc, ici, on observe cette déresponsabilisation du gouvernement qui ne se penche pas véritablement sur les questions socio-économiques même de la jeunesse. D'ailleurs, même le feu président Omar Bongo parlait déjà de cette jeunesse qui est sacrée. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette sacralisation de la jeunesse est en voie d'extinction. Cette jeunesse-là, qui est censée être représentative de l'avenir de demain, est totalement abandonnée à elle-même. Et comme on le dit chez nous, la rivière est partie tordue parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un pour l'orienter. Et justement, c'est sur cette triste réalité-là qu'on observe tous les jours chez nous et dans notre société. Et ce n'est pas seulement le cas du Gabon, c'est le cas de toute l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, on se penche beaucoup sur la politique, alors que le véritable problème est ailleurs. Ok ? Il faut véritablement faire une politique sur les effets culturels même de la jeunesse. Il faut revenir sur les soubresauts, les fondements, pour permettre à cette jeunesse-là de se relancer. Voilà tout le monde, c'est terminé la chronique Entre nous. Nous avons pris les interventions des différents jeunes qui ont à dire, qui veulent dire justement quelle serait la place des pouvoirs publics aujourd'hui. Ce phénomène d'insécurité qui mine aujourd'hui la société africaine et quelque part l'État est pointé du doigt. Messieurs et mesdames assis derrière vos fauteuils, s'il vous plaît, voyez l'insécurité dans laquelle on vit aujourd'hui. Je vous remercie, on se retrouve pour un prochain numéro dans la chronique Entre nous.